Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une réédition d'une ancienne vidéo. Vous êtes habitués quand je fais ce genre de réédition, c'est qu'il y a plus d'informations qu'il n'y en avait à la base. Et donc avant de commencer à vous raconter cette nouvelle histoire, je vous invite à vous installer confortablement, que ce soit dehors au soleil ou sur votre lit si vous préférez. C'est selon votre envie du moment et pensez surtout, s'il fait très chaud, à vous munir d'une bonne bouteille d'eau ou du moins de quelque chose comportant de l'eau pour vous déshydrater et peut-être de quelques petites friandises de type pastèque, melon, ça fait bien l'affaire avec un beau soleil comme cela, c'est très rafraîchissant. Si vous êtes prêts et bien installés, nous allons pouvoir commencer cette réédition en vous parlant d'un fantôme. Le fantôme dont j'avais envie de vous parler et d'en dire un petit peu plus que ce qu'avait été la vidéo de base, c'est le fantôme de Beatrice Cenci. Alors tout d'abord, je vais vous faire une première partie où je vais vous expliquer qui était Beatrice Cenci et son histoire donc en parallèle. Ensuite, en deuxième partie, j'évoquerai avec vous la question fantomatique. Alors sachez d'abord que Beatrice Cenci était surnommée la Belle Parricide. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Elle est née à Rome le 5 février 1577 et malheureusement mourra le 11 septembre 1599. À la base, c'est une femme de noblesse italienne qui est très célèbre grâce au procès dont elle a été une des protagonistes pour un meurtre qu'elle a commis à Rome. Beatrice Cenci, c'est la fille de Francesco Cenci, qui est lui un aristocrate, qui a plutôt un tempérament assez violent et un comportement très immoral. D'ailleurs, à cause de ça, il s'est souvent trouvé à répondre de ses actes face à la justice papale. La famille Cenci, elle va vivre à Rome, au palais Cenci. On a construit celui-ci sur les ruines d'un ancien château fort médiéval qui se situait dans la Rione del Regole. C'est à proximité du ghetto juif de Rome. Dans ce palais, donc, il y avait Béatrice, son père Francesco, mais il y avait aussi Lucrezia Petroni, qui était la seconde femme de Francesco, Giacomo, le frère aîné de Béatrice, et Bernardo, le demi-frère de Béatrice, qui est né du mariage de Francesco et Lucrezia Petroni. Qu'est-il arrivé à cette famille pour qu'elle devienne si connue et surtout Béatrice en particulier? Eh bien, selon la légende, Francesco Cenci, donc comme je vous le disais, personnage de fort tempérament, aurait abusé de son épouse et de son fils. À un moment, il était sur le point de commettre, il faut dire le modèle qu'il est, un inceste avec Béatrice. Avant, il avait déjà, comme je vous disais, fait face à la justice et il avait déjà été emprisonné pour d'autres crimes. Mais il avait toujours, comme tu dirais, de bons atouts dans sa manche, puisque comme c'était un noble, eh bien, les autres nobles décidaient d'être cléments avec lui et trouvaient des excuses pour le libérer assez rapidement. À plusieurs reprises, Béatrice avait essayé d'informer les autorités sur ce que faisait son père, mais il n'en avait un peu rien à faire. Quand Francesco va découvrir ce que dit sa fille sur lui, il va envoyer Béatrice et Lucrezia vivre dans le château de famille, loin de Rome. Ne pouvant plus vivre comme c'était le cas avec tous les abus et les petits avantages dont profitait le père, donc du fait qu'il n'était jamais vraiment emprisonné longtemps, eh bien les 4 membres de la famille, donc Lucrezia, Béatrice, Giacomo et Bernardo, vont estimer avec le temps que si la justice ne voulait pas les aider et les écouter et punir Francesco comme il se devait, c'était à eux de devoir se débarrasser de Francesco. Ils vont donc organiser un complot contre lui. Le 9 septembre 1598, alors que Francesco vient au château pour y faire un petit séjour, 2 des vassaux qui travaillaient là-bas, dont l'un était devenu en secret l'amant de Béatrice, ont empoisonné celui-ci.
Malheureusement, ils n'ont pas mis assez de poison pour le tuer. Donc ça n'a pas marché des masses. Ils n'ont pas perdu la foi. Ils se sont dit que si ça n'avait pas marché, ils n'allaient pas retenter et risquer que Francesco se plaigne et que lui, du coup, soit écouté, finalement. Donc ils décident de l'achever. Béatrice, sa mère et ses frères vont alors frapper Francesco avec un marteau, jusqu'à ce qu'il meure. Ensuite, ils vont jeter le corps par-dessus un balcon afin de simuler un accident. Au final, personne ne crut à leur histoire. Dès qu'on remarqua que Francesco n'était plus là, le pape va dépêcher la police papale pour enquêter sur l'affaire. On va vite trouver l'amant de Béatrice et on va le torturer. Et malheureusement, le torturer jusqu'à la mort. Cependant, celui-ci ne dira rien de la vérité de la mort de Francesco. Pendant ce temps, il y a un ami de la famille qui lui aussi était au courant de l'assassinat. Il va, par inquiétude, demander à ce qu'on tue le deuxième vassal qui était donc avec le premier qui a été torturé. Il n'avait pas envie que, même si le premier n'avait pas parlé, que le deuxième, lui, se mette à parler et dise toute la vérité. Cela n'a pas empêché au complot d'être découvert. On va alors arrêter les 4 membres de la famille Cenci. Ils seront reconnus coupables et condamnés à mort. Le peuple de Rome va entendre parler de cette affaire et va être mis au courant des raisons de l'assassinat de Francesco. Quand ils vont comprendre que Francesco était abusif, qu'il pratiquait l'inceste, etc., le peuple va très vite contester la décision du tribunal. Et ils vont réussir à obtenir une suspension de l'exécution. Mais cela fut de courte durée puisque le pape Clément VIII va refuser la grâce. Et le 11 septembre 1599, à l'aube, les condamnés ont été conduits au pont Sant'Angelo où on avait placé l'échafaud. Giacomo eut la tête écrasée sur le billot d'un coup de maillet. Ensuite, il fut démembré et ses membres furent accrochés aux 4 coins de la place. Pour Lucrezia et Béatrice, on les a amenés sur le billot où elles furent décapitées à l'aube, avec une sorte de guillotine que l'on appelait manaya. Il n'y a que le petit Bernardo qui sera épargné. Il sera bien conduit à l'échafaud, cependant, pour assister à l'exécution de son frère, de sa mère et de sa sœur. Ensuite, on l'a ramené à la prison et il purgea une peine de prison à vie. Heureusement pour lui, si on peut dire, il sera libéré seulement 1 an plus tard. Il n'avait plus rien puisque les biens qui venaient de sa famille avaient été confisqués au profit de la famille du pape. Après sa décapitation, le corps de Béatrice fut enterré dans l'église de San Pietro in Montorio à Rome. Sa tête va reposer sur un plateau d'argent. On ne la laissa pas en paix puisque sa tombe fut profanée en 1798 par les soldats de notre cher Napoléon Bonaparte. Ils s'amusaient à fouiller les sépultures, on ne sait jamais, à la recherche d'un petit collier, d'une petite bague en or qui pourrait traîner par-ci par-là, ou même de plomb qui pouvait servir, puisqu'ils étaient un petit peu en manque de balles, donc s'ils pouvaient récupérer du plomb, ça leur ferait plus de balles pour se défendre. Et en fouillant, eh bien, l'un des soldats va tomber sur ce qu'il restait de la tête de Béatrice. Et le pire, c'est pas de tomber sur la tête de Béatrice, c'est que ce soldat eut la géniale idée de se servir de ce crâne pour en faire un ballon de football. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Je crois que vous comprenez à mon expression de fin ma pensée par rapport à cette histoire. Mais revenons-en à la suite de la vidéo. Depuis sa décapitation, les Romains pensent que chaque année, les nuits du 10 et 11 septembre, le fantôme de Béatrice apparaîtrait. Il traverserait le pont des Anges. Avec ce qui lui est arrivé, on dit qu'elle serait incapable de se reposer et qu'elle reviendrait chaque année à l'anniversaire du terrible événement. Et apparemment, certains autres pensent que ce qu'a fait ce cher soldat en prenant le crâne de Béatrice pour un ballon n'aurait pas aidé non plus, puisque certains, donc comme je le disais, pensent que si Béatrice est encore parmi nous avec son fantôme pour hanter le pont, c'est en partie à cause d'eux, puisque il ne verrait qu'elle. Tous les autres membres de sa famille qui ont été tués ce jour-là, eux n'ont jamais été revus. Alors certains disent, comme je vous disais, que c'est le jour de l'anniversaire de l'événement que vous pouvez la voir.
D'autres disent que les nuits de pleine lune, vous pourriez voir le fantôme d'une jeune fille qui effraierait les défunts amoureux. Ce fantôme suivrait le même itinéraire à chaque fois. Cinque Scole, Pont Sant'Angelo, église de San Pietro in Monitorio. Et petite particularité, lors de ce trajet, ce fantôme tiendrait sa tête entre ses mains. Avec toutes ces rumeurs du possible fantôme de Beatrice Cenci, beaucoup vont essayer de la photographier. Selon le poète Paolo Ugo Tozzi, il va la décrire comme ça, à moitié nue, avec ma tête dans le creux de ma main. À l'époque, cette tête reposait bien sur ses épaules et elle avait de jolis yeux. Et on pouvait la photographier sans problème, elle était une jolie jeune femme. Maintenant, il est impossible de la photographier, car apparemment, elle serait capable d'effacer les fichiers numériques des appareils photo modernes. En ce qui concerne le parcours, c'est ce qui est le plus clair de la légende du fantôme. On sait qu'elle va commencer par marcher sur la place où elle habitait dans l'un des palais des Cenci, puis qu'elle traverse le pont et qu'elle se dirige là où elle a été mise sur l'échafaud, jusqu'à son dernier refuge, qui est la tombe dans l'église de San Pietro in Monitorio. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent avoir vu son fantôme, mais quand vous cherchez des témoignages de personnes qui disent l'avoir vu, eh bien vous en trouvez pas. Enfin du moins, moi j'ai cherché, pour donner un petit peu plus de corps à cette vidéo, de vous trouver des témoignages de personnes qui auraient croisé ce fantôme. Mais j'ai eu beau chercher, je n'en ai pas trouvé. Alors peut-être que je suis nulle en recherche, je ne sais pas. Mais avec les mots-clés que j'avais, j'ai vraiment rien trouvé, je suis désolée. Tout ce qu'on sait, c'est que ce fantôme marcherait lentement, avec élégance, mais une certaine tristesse à la fois. Au cours de son parcours que je vous ai cité il y a quelques secondes, il paraîtrait que des fois, elle s'arrêterait en passant sur le pont, pour regarder le Tibre qui passerait en contrebas. Quelques petits faits intéressants concernant Beatrice Cenci. Sachez que lors de l'exécution de celle-ci, il y avait un célèbre artiste italien, Caravaggio, ou le Caravage, si vous préférez en français, qui était dans la foule pour y assister. Bon, ça vous le saviez déjà, que son tombeau se trouve dans l'église appelée San Pietro in Monitorio, puisque je vous l'ai déjà dit dans la vidéo. Tout ce qui appartenait à la famille de Béatrice a été confisqué et donné au pape qui était Clément VIII. Quand je vous disais que c'était une jeune femme, je ne vous ai pas donné son âge, mais lors de son exécution, Béatrice n'avait que 22 ans seulement. Et au vu de son combat, malgré le fait que ça a amené un fameux parricide vu qu'elle a tué son père, eh bien, vu que c'était pour de l'inceste, elle est devenue un symbole et une héroïne en ce qui concerne la violence faite aux femmes. Bien des siècles plus tard, l'histoire de Béatrice et les injustices qu'elle a connues vont être immortalisées dans l'art et la littérature. Vous avez notamment une représentation par Percy Bysshe Shelley de cette héroïne tragique dans son drame qu'il a écrit en vers en 1819 qui s'appelle The Cenci. Vous pouvez aussi voir une image mélancolique de la malheureuse Béatrice au Palazzo Barberini où on va la dépeindre comme une sibylle tragique la veille de son exécution. Elle est aussi visible dans le portrait de Guido Reni, que j'ai mis dans cette vidéo d'ailleurs. Une pièce aussi, qui sera une adaptation de la pièce de Shelley, mais par Antonin Artaud, qui s'appelle Les Cenci, aura lieu en 1935. Alexandre Dumas va écrire un essai qui s'appelle Le Cenci, dans le tome 1 des crimes célèbres, en 1840. Un roman de Frédéric Procoche, A Tale for Midnight, sera également écrit en 1955. Elle aura même droit à un opéra canadien, écrit par George Eliot Clark et James Rolfe, qui sera inspiré de la pièce de Percy Bysshe Shelley, et qui va transposer l'histoire de Beatrice Cenci dans la Nouvelle-Écosse du XIXe siècle. Il y a aussi un drame musical d'Alessandro Londei et Brunella Caronti en 2006 qui s'appelle Beatrice Cenci. Et on peut aussi
avoir un autre roman de Jean Rocky en 2004 qui a publié Béatrice Cenci, telle une fleur coupée. Alors au niveau de la littérature et on va dire de l'art théâtral, je vous rassure, je ne vous en ai cité que quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup plus. On peut également aussi l'apercevoir au niveau des statues, des peintures, de photographies, dont je vous citais notamment la peinture de Guido Reni, qui est celle des plus connues lorsque vous tapez Béatrice Cenci sur internet. Généralement, c'est son tableau que vous verrez en premier. Mais il n'y a pas que lui qui s'est servi de modèle de Béatrice. Il y a une statue notamment qui va être faite par la sculptrice américaine Harriet Goodyear Hosmer, qui s'appelle tout simplement Béatrice Cenci. Elle l'a fait en 1857 et elle est exposée à la Mercantile Library de l'Université du Missouri, 5 Campus Louis à Saint-Louis dans le Missouri. Comme je vous disais, vous avez le fameux tableau de Guido Reni et la légende qui entoure Béatrice, qui figure en bonne place dans The Marble Faun de 1860, fait par Nathaniel Hawthorne, où les deux principaux personnages féminins du livre, Hilda et Myriam, débattent de la nature et de l'étendue de la culpabilité de Béatrice. On va aussi se servir de ce fameux tableau et de l'histoire de Béatrice dans le roman Last Will, écrit par Lisa Marquand en 2006. Et pour terminer dans les arts, il y a aussi des films qui ont été inspirés par le personnage de Béatrice Cenci, notamment le film de David Lynch, Mulholland Drive, où la peinture de Reni va être montrée accrochée dans l'appartement hollywoodien de Ruth Helms en référence à Béatrice. Il va y avoir un film directement rien que sur elle, qui s'appelle tout simplement Béatrice Cenci, qui a été fait en 1969, réalisé par Lucio Fulci, qui suit de très près les événements historiques de la vie de Béatrice. D'ailleurs, Fulci a dit que c'était l'une de ses œuvres préférées. Et pour terminer, vous avez aussi Mia Farrow qui va interpréter un personnage dans le film Secret Ceremony, qui va utiliser le nom de Cenci en référence à la légende de Béatrice. Je ne savais pas si j'allais vous mettre ou non ces petits extraits d'art. Des moments, j'ai envie de vous montrer que certains personnages, que ce soit des fantômes ou d'autres histoires ou des légendes, sont utilisés et que si on les connaît encore aujourd'hui, c'est parce que justement l'art sous toutes ses formes se permet d'utiliser ces personnages pour les amener jusqu'à nous, même si nous n'avions pas connu l'histoire de base. Alors peut-être qu'un jour vous aurez envie d'aller à Rome et de faire un petit tour et de refaire le chemin de Béatrice Cenci. Si vous y allez le jour de son anniversaire, peut-être la croiserez-vous. Surtout si vous allez au niveau du Pont des Anges. On ne sait jamais, en vous posant à peu près, si vous vous renseignez aux heures où elle serait passée, où elle doit apparaître, peut-être y verriez-vous une petite silhouette fantomatique marcher dans l'obscurité, tenant une tête entre ses mains. Qui sait? Et voilà mes chers amis, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous le disais, elle est quand même plus fournie que la première. Vous savez que pour me dire si celle-ci vous a plu, vous pouvez aller dans l'espace commentaire me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez cette histoire. Si vous comprenez, par exemple, que le peuple était contre le fait qu'on mette à mort cette famille, puisqu'il ne faisait finalement que se défendre d'un père tyrannique et incestueux. Ou comme d'habitude, vous pouvez aussi me dire si vous avez un thème, notamment là, si vous avez une histoire de fantômes, alors je parle de vrais fantômes entre guillemets, dont vous voulez que je parle. Quand je dis vrai fantôme, je veux dire pas une creepypasta sur un fantôme, ou enfin voilà, un fantôme possiblement, que l'on voit possiblement dans tel ou tel lieu, c'est ça que je veux dire. Ça c'est possible, vous pouvez me donner des exemples dans les commentaires, et puis peut-être que ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, si vous le voulez vraiment. Et puis pour me montrer que vous avez apprécié cette vidéo, vous savez que vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Au moins c'est une jolie récompense pour le temps qui est passé à faire ces vidéos.
Si c'est la première fois que vous passez sur cette chaîne et que vous appréciez le contenu que j'apporte sur celle-ci, eh bien je vous invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner pour pouvoir être un peu plus au courant. Et puis surtout si vous regardez mes vidéos régulièrement, ça serait bête de ne pas vous abonner. Et si vous aimez vraiment ce genre de vidéos et que vous ne voulez louper aucune publication, il vous suffit tout simplement de cliquer sur la petite cloche, de cocher recevoir toutes les notifications liées à cette chaîne. Et normalement, dès qu'une vidéo sera publiée, vous recevrez une petite notification YouTube qui vous dira que la bibliothèque du surnaturel a publié une vidéo et vous aurez le titre de celle-ci. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où vous le pouvez, réseaux sociaux, Gmail, bouche à oreille, enfin vous connaissez le topo, je crois, je vous fais entièrement confiance comme d'habitude. Encore une fois, tant que vous êtes respectueux, vous êtes tous les bienvenus dans ma bibliothèque géante. Eh bien, je crois, mes chers amis, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de cette bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci pour aujourd'hui et de vous dire à une prochaine vidéo.